Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième conférence qui va donc aborder la place de l'IA dans nos métiers de photographe. Alors, comme l'a dit Mathieu, je suis Emmanuel Perret, photographe événementiel, administrateur de l'UPP depuis un an maintenant. Et à mes côtés, nous avons la chance de recevoir Alexandra Bensamoun. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Paris-Saclay, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et de droit du numérique. Vous avez créé et vous dirigez au sein de cette université le Master 2 Propriété intellectuelle fondamentale et technologie numérique. Alors, c'est un cursus international, je le précise, avec Québec et l'Espagne, parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas ignorer que les problématiques vont bien au-delà de nos frontières. Bon, vous êtes auteur de nombreux articles et de recherches sur ces thèmes du droit et du numérique depuis une quinzaine d'années. Donc pour vous, l'IA, ça ne date pas d'hier, on est d'accord. Et vous avez supervisé à ce titre, en 2022, un traité sur le droit de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement cet après-midi. Pour entamer... ah oui, non, ce que je voulais, c'est que je pense que vous avez peut-être entendu parler d'Alexandra, parce que vous êtes actuellement au cœur d'une actualité IA brûlante, puisque vous avez été nommé en septembre 2023 au sein de la commission interministérielle de l'IA. Vous y étiez notamment en charge des aspects culture et médias. Je crois même que vous étiez la seule sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment une chance de vous avoir aujourd'hui sur cet aspect. Donc la commission a remis son rapport la semaine dernière, si je ne m'abuse, je pense que ça n'aura échappé à personne, et a intitulé donc IA, notre ambition pour la France, avec de nombreuses recommandations de ce rapport qui concernent directement les métiers de l'image, et vous aurez l'occasion de nous en présenter des grandes lignes cet après-midi. Mais pour entamer un peu cette conférence, je trouvais intéressant de prendre un petit peu de recul temporaire. C'est vrai que depuis un an, le sujet de l'IA, notamment générative, a explosé dans le champ médiatique, touche quasiment tous les milieux professionnels. Pour beaucoup, peut-être qu'on a un peu découvert avec le fameux chat GPT-3 il y a 12-18 mois, qui encore peut-être jusque-là paraissait un peu comme une fiction. Et c'est vrai qu'au début on a peut-être un petit peu rigolé, mais on s'est aperçu que tout d'un coup l'IA pouvait produire des images, du texte, des chansons, des vidéos, des dessins, des traductions. Et si les mains à 6 doigts et puis les petites imperfections des démos de l'IA de Google ont pu faire sourire, on a quand même vite réalisé que les progrès étaient très rapides et tout le monde s'est commencé à se poser beaucoup de questions. Mais tout ça, c'est pas fait d'un coup de baguette magique et ça fait des années, voire peut-être plusieurs décennies que l'IA se développe. Et donc, Alexandra, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur des points de droit qui avaient déjà été soulevés par l'intelligence artificielle, et vous me parliez notamment d'un rapport en 2019. Oui, alors d'abord merci Mathieu pour cette invitation, je suis ravie d'être avec vous, merci aussi Emmanuel pour les échanges. Alors c'est vrai que le ministère de la Culture s'est rendu compte de manière assez précoce, ça a été assez rapide, puisque en 2018 j'ai été missionnée par la ministre de la Culture pour rendre un rapport pour évaluer un peu l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur de la culture. Et à l'époque, c'est un rapport juridico-économique, donc moi je fais la partie juridique bien sûr, et j'ai une collègue qui fait la partie économique. On réalise ce rapport dans le cadre du CSPLA. Le CSPLA, c'est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, où je suis personnalité qualifiée, c'est-à-dire je suis experte pour les différents ministres de la culture sur l'évolution de la législation de droit d'auteur et de droit voisin confrontée au numérique. Donc on rend ce premier rapport toute fin 2019 et on identifie un peu les sujets dans ce rapport, parce que c'est vraiment le début, 2018-2019, c'est bien de faire de l'IA, mais les gens ont un peu l'impression qu'ils vont avoir un robot en face d'eux dès qu'on parle d'IA. Et on scinde un peu notre rapport en deux parties. On dit il y a l'amont et puis il y a l'aval. Dans une chaîne de valeur, on essaye d'identifier une chaîne de valeur et on dit il y a l'amont, il y a l'aval. Alors,
Aujourd'hui, tout le monde reprend ça, l'amont, l'aval, les inputs, les outputs, c'est comme ça. Bon. En amont, qu'est-ce qui se passe là? En amont, il y a des créations qui sont utilisées pour créer des IA génératives, donc pour créer le système lui-même. Et vous l'avez vu, y compris dans la presse, on a parlé du pillage de la culture, voilà, donc il y a clairement ce sujet de l'amont. Qu'est-ce qu'on fait des actes en amont? C'est-à-dire, est-ce que l'utilisation de création d'œuvres, de photographies en amont donne prise ou pas au droit d'auteur? Est-ce que ça doit être autorisé? Est-ce que ça doit être rémunéré? On est en 2018-2019, il n'y a rien là-dessus, mais en tout cas, on commence à se poser la question. Et puis, on évalue aussi l'aval, c'est-à-dire l'extrant, comme on l'appelle, la production générée par une intelligence artificielle. C'est quoi? C'est une œuvre. À partir de quel moment c'est généré par une intelligence artificielle, ou jusqu'à quand l'intelligence artificielle n'est qu'un outil entre les mains d'un auteur. Donc on commence en 2018-2019 à se poser, en tout cas moi d'un point de vue juridique, je commence à me poser ces questions-là. Et puis on fait un peu un état des lieux de la situation. On ne peut pas faire grand-chose de plus à cette époque-là, parce que les IA génératives, ça n'existe pas. En fait, je me pose ces questions parce que je travaille avec des chercheurs en sciences dures depuis des années, et notamment des chercheurs en intelligence artificielle, et que dans les laboratoires de physique et de mathématiques, je vois bien qu'il y a des outils qui commencent à se développer, où on va rentrer des bases d'entraînement, et qu'à partir de ces bases d'entraînement, on va pouvoir générer des sortants. Et je me dis, mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas exister aussi dans le secteur de la culture? D'accord. Donc, et à ce moment-là, il n'y a pas particulièrement effectivement de loi ou de choses qui se profilent. Ça reste un sujet de spécialistes, entre guillemets, encore? Au Conseil supérieur, on a plusieurs types de missions. Parfois, on fait des missions prospectives. Donc là, c'était une mission prospective. La question n'était pas encore posée. Donc on la pose et on dit, attention, le ministère de la Culture doit rester attentif à ça parce que ça va arriver. Donc on éveille l'attention. C'est pas encore le cas. Mais dès l'année d'après, est adoptée une directive dans laquelle il y a un texte qui concerne l'intelligence artificielle. On ne sait pas encore que ça concerne l'intelligence artificielle, c'est la fouille de textes et de données. Mais en réalité, l'intuition était vraie, c'est-à-dire que on travaillait, enfin, les grands acteurs du numérique travaillaient déjà sur l'intelligence artificielle depuis longtemps et sur l'IA générative. En fait, le tournant, hein, c'est vraiment dans les années 2010. Parce qu'il fallait qu'on fasse des progrès pour que l'IA générative se développe, il fallait qu'on fasse des progrès en termes de puissance de calcul. On a fait beaucoup de progrès en termes de puissance de calcul, notamment sur les puces transistors. On les positionne différemment, on a augmenté la puissance de calcul énormément. Il fallait aussi qu'on ait des big data, il fallait qu'on ait des masses de données. Et ça, grâce à l'Internet, on peut. Et il fallait aussi qu'on puisse faire ce calcul hors de chez soi, parce qu'avoir des serveurs énormes en local, c'est pas possible, et ça, c'est arrivé avec le cloud. Et donc, les années 2010 marquent vraiment un tournant, et l'émergence, enfin pas l'émergence, mais vraiment le dépassement de cette technologie IA générative, enfin machine learning, grâce au progrès que je viens de décrire. Eh bien ça, c'est vraiment, ça bascule. Après, il faut le temps que le progrès se développe, et on le voit, une vingtaine d'années après, on y est. Une dizaine d'années après, pardon, on y est. Donc, effectivement, on s'aperçoit qu'à un moment, il y a une conjonction de technologies qui permet l'émergence de cette IA générative. Et alors justement, tout d'un coup, on peut se dire, c'est formidable, mais alors d'où ça vient? Quelles sont les données, cette fameuse fouille? Et du coup, là, on a l'impression que les questions de droit ressurgissent plus fortement. Et donc, quel est un peu l'état des lieux lorsque ça démarre, lorsqu'on entend parler de ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez de la sortie de ChatGPT, on est fin 2022, à l'époque, on est en train de discuter un règlement européen. Peut-être que vous avez vu ça dans la presse. Au niveau européen, on vient d'adopter un règlement, donc c'est un texte... C'est comme une loi, hein, le règlement au niveau européen, et c'est directement applicable dans tous les États membres de l'Union européenne. Et c'est la première législation mondiale sur l'intelligence artificielle, donc c'est quelque chose de vraiment très important. Et
on est en 2022, donc on est en train de discuter ce texte, et la discussion est assez compliquée, parce que voilà, c'est la première régulation mondiale, donc ça discute dur. Et puis, ce texte propose ce qu'on appelle une approche par les risques. C'est-à-dire, ce n'est pas un texte qui proposait de réguler la technologie elle-même, de l'intelligence artificielle, mais plutôt les usages de cette technologie. Et donc, plus l'usage était risqué, et plus on met des obligations importantes. Par exemple, un jeu vidéo, on considère que c'est pas très risqué, donc les obligations sont assez faibles. Si on utilise de l'IA dans un jeu vidéo, les obligations sont assez faibles. En revanche, quand on utilise de l'IA dans le secteur de l'éducation, la justice, les infrastructures essentielles, là on considère que c'est haut risque. Alors les obligations sont fortes, il y a plein d'obligations essentielles, des obligations de mise en conformité, des obligations de marquage CE, des obligations d'inscription dans une base de données européenne, donc de fortes obligations pour les fournisseurs d'IA. Et puis tout en haut de la pyramide, ça fait comme une pyramide des risques, tout en haut de la pyramide, vous avez le risque inacceptable. Et là, l'Union européenne dit non, ça, ces usages de l'IA, on n'en veut pas sur le marché européen, donc c'est non. C'est par exemple la notation sociale, comme en Chine, le scoring social. Ça, on n'en veut pas. Donc ça, ce sera interdit au sein de l'Union européenne. Donc on est en 2022 à raisonner comme ça par les risques et donc à travailler et à affiner cette pyramide des risques. Et puis sort ChatGPT. Alors au début, tout le monde s'amuse avec, c'est formidable. Et puis là, on se dit, oui, mais ça fonctionne comment, ChatGPT? Et elle a commencé à creuser un peu. Ça fonctionne, c'est de l'IA générative. En fait, derrière ChatGPT, il y a un modèle de fondation. On appelle ça aussi en anglais un GPAI, General Purpose Artificial Intelligence, donc une intelligence artificielle à usage général. C'est un énorme modèle qui s'entraîne sur des masses de données. À partir de ces données, le système va inférer des règles tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humain qui donne des règles, c'est le système qui infère des règles à partir des masses de données qu'on lui fournit. Et c'est inductif comme raisonnement. Et ensuite, eh bien, à partir des règles que ce système a dégagées, on va lui donner un objectif et il va générer un résultat. Parfois, vous dites, on fait un prompt, les règles s'appliquent donc, et ça génère un résultat. Et là, quelques mois passent et on se rend compte que les bases d'entraînement contiennent des contenus piratés. Alors qu'est-ce qu'on entend par des contenus piratés? Ce sont des contenus qui n'ont pas été licitement mis à la disposition de ces systèmes. Donc on trouve par exemple dans Books Free, qui est une base d'entraînement littéraire, on trouve des prix littéraires. Pas sûr que ça circule librement comme ça, soit libre de droit, un prix littéraire. Il y a un éditeur en général, il y a un petit investissement derrière. Donc on se dit, d'accord, en fait, ces systèmes d'IA n'ont pas été entraînés juste sur des forums. Non, ils ont été entraînés sur des œuvres littéraires, sur des images, sur des tableaux, sur des créations qui sont protégées par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur, comme par exemple les articles de journaux, les droits des voisins des éditeurs de presse. Une fois qu'on se rend compte de ça, on se dit, quel est l'état du droit? Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Et là, eh bien, on remonte à une directive, la directive de 2019, une directive européenne sur le droit d'auteur qui a été adoptée en 2019 et qui contient une exception. L'exception, c'est une situation où le législateur dit « ici, le monopole devrait s'appliquer, mais je suspends son application pour telle et telle raison, dans telle et telle situation ». Et là, on a dans cette directive une exception, l'article 4, qui s'appelle fouille de texte et de données, text and data mining, qui dit, eh bien, en substance, on peut faire librement, sans demander l'autorisation et sans rémunérer le titulaire de droit, donc les auteurs, les artistes-interprètes. On peut reproduire ce contenu pour faire de la fouille, donc pour déconstruire le contenu et en tirer des règles. C'est exactement ça, l'entraînement, justement. C'est bien ce qu'on a décrit dans l'entraînement des IA. Donc, sans autorisation, sans rémunération, on peut faire ça. Et ça, c'est pour tous les acteurs, quelle que soit la finalité, y compris la finalité commerciale. Donc, autant dire, c'est très, très, très large. En 2018, quand cette exception, elle
elle apparaît au cours de la discussion de la directive, on est tous très mobilisés, tous les titulaires de droit, tous les organismes représentant les titulaires de droit, on est très très mobilisés sur d'autres articles de la directive qu'on essaye de pousser en France. Par exemple, l'article qui fait qu'une plateforme contributive aujourd'hui paye des droits d'auteur, eh bien ça c'était une règle qui était dans cette directive et c'est un rapport qu'on avait fait justement et donc on essayait de pousser pour que ce soit voté, pour que ça passe, c'était important que YouTube paye des droits d'auteur. Avant cette directive, ils n'en payaient pas, donc on était très mobilisés par ça, on était très mobilisés aussi par les règles de rémunération des auteurs. Bref, on avait des très gros dossiers dans cette directive. Et cette exception, elle passe un peu comme ça, sous les radars. On nous dit oui, c'est pour la recherche médicale, on va faire des progrès en recherche médicale. Tout le monde dit formidable, on va soigner des cancers grâce à ça. Donc, bon. Et puis, juste la finalité, là, n'est pas du tout encadrée finalement. Rien. C'est-à-dire que pour tous les usages, tous les acteurs. Et on dit quand même à un moment, c'est quand même très très large. Donc c'est peut-être pour soigner les gens, mais enfin, c'est quand même très large. Alors il y a des conditions qui sont ajoutées. Pour bénéficier de l'exception, il faut un accès licite aux œuvres, première condition. Et deuxième condition, il faut que le titulaire de droit n'ait pas exercé son opt-out. Peut-être vous avez déjà entendu ça dans la presse ou on vous en a parlé. On a mis une règle qui dit le titulaire de droit peut s'opposer à ce que son contenu soit fouillé. C'est ça l'opt-out. Il s'oppose, il exerce son droit d'opposition. Et du coup, on revient à la règle. La règle, c'est quoi? C'est le monopole, c'est l'exclusivité, donc c'est l'autorisation. Et donc on en est là au moment de la sortie de ChatGPT, il y a cette exception, elle est conditionnée à l'accès licite, elle est conditionnée à l'absence d'exercice d'opt-out. Évidemment, fin 2022, aucun titulaire de droit n'a exercé son opt-out parce on ne sait pas comment faire. Non mais c'est même pas qu'on ne sait pas comment faire, c'est que déjà on ne sait pas à quoi sert cette exception. Il faut quand même que je vous raconte une anecdote, c'est que une fois que la directive de 2019 a été adoptée, on était très contents, de nous, il faut l'avouer. Le ministère me dit il va falloir transposer l'exception fouille de texte et de données, on n'a pas tout compris, donc tu pourrais nous faire le rapport de transposition, nous proposer le texte de loi en France, quoi. Comment on transpose cette exception, qu'est-ce qu'elle veut dire cette exception. Donc je fais le rapport de transposition, je dis au titulaire de droit, je veux vous entendre pour pouvoir écrire la transposition, c'est la loi française, donc je veux entendre votre position, quelles sont vos inquiétudes, et ils me répondent tous, on n'est pas concernés. Mais ils ont raison, en 2019-2020, en 2021, on n'est pas concernés. On n'a aucune... Mais qui imagine, enfin j'aimerais bien savoir qui imaginait en 2021 qu'il y aurait un ChatGPT, un DALL-E, un Midjourney, vraiment, on peut... Alors là, moi je voyais ça auprès de mes collègues mathématiciens, mais c'était réservé à l'élite. C'était pas... Enfin moi j'avais pas accès à ça, ils me montraient comment on faisait, je trouvais ça incroyable, je me disais waouh, c'est dingue. Ils me montraient comment ils rentraient des radios, enfin des images radiographiques, comment l'IA était capable de détecter avant l'œil humain un cancer. Moi je disais waouh, comment on pouvait, en récupérant toutes les données médicales, prévoir une maladie, une épidémie. Je trouvais ça dingue, mais j'imaginais pas l'application culture, enfin, vraiment pas. Bon. Et quand je dis aux titulaires de droit, venez, parce qu'il faut qu'on transpose ça dans le CPI, dans le code de la propriété intellectuelle, donc comment on l'écrit, ils me disent, on n'est pas concernés. Ils me disent, peut-être va voir le livre, eux, ils sont peut-être plus concernés que nous. Hein. Bon, je ne rencontre pas un grand succès. Voilà. Donc en 2022, on est une IA générative, on découvre seulement comment elle fonctionne, fin 2022, plutôt 2023. Hein. On ne sait pas ce qu'il y avait dans les bases d'entraînement. Ça a été un gros sujet. Parce qu'au départ, on nous disait non, il n'y a aucune œuvre protégée dans les bases d'entraînement. Il y avait une base, je crois, il y avait un corpus qui était plus ou moins libre d'accès, qui publiait ses sources, non. Au début, en fait, au départ, tout le monde était assez transparent sur le modèle. Et puis quand, aux États-Unis, il y a 15 actions judiciaires en cours sur ce sujet-là, tout le monde a arrêté d'être transparent du coup. OpenAI, le Open est parti un peu disparu. Non mais OpenAI c'est un faux, enfin c'est pas de l'open, ouais. C'est pas de l'open source, c'est juste, voilà, c'est pas de l'open source. En vrai, les mots n'ont pas forcément le même sens.
Donc là, on est effectivement en 2022. 2023, ça prend de l'ampleur. On se rend compte qu'effectivement, l'IA générative, ça a l'air assez puissant. Et donc, si je n'abuse, il y a l'IA Act qui va venir se greffer. Donc c'est début 2024. Courant 2023, face à l'apparition de ChatGPT, DALL-E, etc., on se dit qu'il faut compléter l'IA Act. Donc le Parlement européen introduit par amendement des règles supplémentaires pour les modèles de fondation cette fois, complètement déliées des risques, puisqu'un modèle de fondation, c'est pas forcément lié à un risque dans la société. Et donc les amendements en question, c'est quoi ? C'est les modèles de fondation doivent mettre en œuvre une politique pour respecter le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur, premièrement. Deuxièmement, les modèles de fondation doivent publier leurs sources d'entraînement, doivent informer des sources qu'ils ont utilisées. Je peux vous dire qu'on a discuté ici de l'arme nucléaire. Je pense que je peux sans problème vous dire que ce n'était pas du tout un sujet de consensus. Il y a eu une mobilisation contre ces règles absolument incroyable. Pendant 6 mois, on a été tous au front, et les titulaires de droit et les représentants le savent bien. Il y a eu une vraie bataille. On a fait du lobbying normatif pour pouvoir obtenir ça dans l'AI Act. Ça a été voté le 13 mars. Le jour où on a remis notre rapport au président de la République, en même temps, les parlements européens votaient ce principe de transparence dans l'AI Act. Donc voilà, on a réussi à un peu récupérer, en tout cas mettre en place des règles pour assainir ce qui était en train de se passer et pour respecter en fait la chaîne de valeur, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début, c'est qu'on ne construit pas un écosystème éthique, pérenne, responsable, en effaçant une partie de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, finalement, que les données entrantes qui sont le pétrole, quand même, de ces IA génératives, c'est-à-dire que sans données entrantes, il n'y a pas de modèle de fondation. C'est le pétrole, c'est la ressource, avec la puissance de calcul, avec d'autres éléments dans cette équation. Mais la donnée, et la donnée de qualité, est essentielle. Il n'y a pas de raison de dire je paye la puissance de calcul, mais la donnée, non, je ne la paye pas. Voilà. Mais d'accord, donc concrètement aujourd'hui, il y a eu ces amendements à l'IA Act, ils vont être transposés ? Non, on ne transpose pas un règlement européen, on n'a pas le droit de transposer un règlement européen, on transpose une directive, mais un règlement européen, c'est directement applicable dans tous les États membres. Donc cette obligation de transparence, qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Eh bien, elle va permettre... Tous les titulaires de droit aujourd'hui ont exercé l'opt-out. On dit, on ne veut pas être fouillé. D'accord ? Donc, exercice de l'opt-out, ça veut dire quoi ? Ça veut dire retour à l'exclusivité. Vous avez un monopole, donc, si quelqu'un veut utiliser, c'est autorisation, rémunération. Voilà. Donc, et la transparence va permettre d'avoir les liens de filiation, de savoir. Et alors ça c'est valable aussi à partir de ce qui va être fouillé maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images qui ont déjà intégré les corpus, les modèles Alors l'obligation de transparence, elle n'entrera en vigueur qu'au moment de l'entrée en application de ce bloc de règles de l'AI Act qui va rentrer en application de manière successive par bloc. Donc c'est 2025 pour l'obligation de transparence. Donc on pourrait se dire mais c'est trop tard, c'est joué. Mais c'est pas si joué que ça, puisque moi je considère que la transparence c'est un principe dans l'environnement numérique et c'est un principe transversal. Il n'y a pas besoin de le dire dans la loi, je veux dire, il n'y a pas un principe d'opacité dans la démocratie, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc la transparence c'est obligatoire pour tout le monde. On vous demande bien une déclaration d'impôt, on vous demande d'être transparent, vous avez une entreprise, vous devez tenir une comptabilité. Enfin, la transparence c'est le principe qui permet d'ailleurs aux autorités de contrôler. Que ce soit un juge, que ce soit une autorité comme l'ARCOM, ou comme l'autorité de la concurrence, ou comme la CNIL, peu importe, toutes les autorités, pour pouvoir contrôler, elles ont besoin que les acteurs soient transparents. Et donc, à mon sens, la transparence, elle existe déjà. Et je suis ravie parce que hier, l'autorité de la concurrence a rendu une décision
qui n'est pas sur l'intelligence artificielle elle-même, ce qui est sur les droits voisins des éditeurs de presse. Et dans sa décision, l'autorité de la concurrence prend le prétexte de ce conflit pour dire, pour condamner Google, entrer en condamnation, c'est la deuxième condamnation sur ce champ-là de Google, 250 millions d'euros, et en disant, vous n'avez pas négocié de bonne foi puisque vous n'êtes pas transparent. C'est bien la preuve que, et pourtant la transparence n'est pas prévue dans le champ du droit voisin, c'est bien la preuve que la transparence n'a pas à être inscrite spécifique dans un texte. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, en fait, le principe de transparence, il a toujours existé, c'est normal. Comment on fait pour appliquer une règle quand c'est opaque? On demande, soyez transparent. Voilà, donc je me dis que même pour ce qui a été utilisé, bien sûr, le sujet, ça va être la preuve, mais l'autorité de la concurrence dit justement à Google, montrez ce que vous avez utilisé. Vous ne voulez pas montrer ce que vous avez utilisé dans Bard, qui est l'outil d'IA génératif de Google. Dites aux titulaires de droit ce que vous avez utilisé. Et donc est-ce que ça veut dire que Google va à un moment le dévoiler ou rapidement, ou ça va prendre, c'est des procédures, ça va prendre très longtemps? Alors là, quand il y a une condamnation de l'autorité de la concurrence, en général, il n'y a pas de... Google est assez favorable à la négociation. Enfin, ça ne fait pas partie des acteurs les moins enclins à la négociation. Donc oui, la DLC lui signifie qu'il n'a pas été assez encore transparent, il n'a pas fourni assez d'informations aux éditeurs de presse pour pouvoir négocier de bonne foi. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Après, cette décision, elle ne concerne que Google, elle ne concerne pas l'ensemble des fournisseurs d'IA ou l'ensemble des acteurs du numérique. Ça influence quand même beaucoup le paysage. Parce que la DLC entre en condamnation envers un acteur, elle pourrait le faire envers tous les acteurs. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'effectivement ces bases de données s'ouvrent? Parce que c'est un peu pour eux, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on a du mal à envisager aujourd'hui que tous ces modèles d'entraînement, surtout s'ils ont tout piraté, c'est-à-dire ouvrir la porte de la maison en disant voilà, regardez tout ce que j'ai volé, regardez dans le coffre, ça va... En tout cas, s'ils veulent pénétrer le marché européen, ce sera obligatoire. En effet, si vous raisonnez à l'échelle de la France, c'est pas nécessairement un marché pertinent, la France. Alors ils diraient, tant pis, on se développe pas en France. Sauf que là, c'est pas la France, c'est l'AI-Act. L'AI-Act, c'est l'entrée dans les 27 États membres. À 27, ils peuvent pas se passer du marché européen. Donc, et c'est une règle, l'AI-Act, il est extraterritorial. Donc il s'applique à tous ceux qui veulent pénétrer le marché européen. Donc ils vont être obligés de respecter la règle européenne, et sauf si ils refusent le marché européen, ce qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, on est trop fort, le marché européen est trop puissant pour qu'on puisse se permettre de s'en passer. Voilà, donc ils vont être donc à horizon 2025. Ou avant, puisque l'autorité de la concurrence vient de nous dire, mais en fait, la transparence, ça existe. Donc ça va commencer à parler. D'ailleurs, on voit, les titulaires de droit commencent à négocier avec les fournisseurs d'IA. Il y a des accords qui ont commencé à sortir. Alors peut-être pour le moment c'est un peu dispersé, mais on a vu que le journal Le Monde a passé un accord avec OpenAI. Et qui porte sur l'entraînement des IA. D'accord. Ouais. Et avec une sorte de rémunération, une alors indemnisation. L'accord est secret, bien sûr, vous imaginez bien. Mais oui, il y a bien sûr, l'idée c'est quoi, enfin, les titulaires de droit ne veulent pas interdire pour le plaisir d'interdire. Je veux dire, les titulaires de droit, c'est comme tout le monde, sont des acteurs économiques. Donc ils interdisent pour pouvoir négocier une rémunération. Voilà, donc après, certains critiquent le fait que le monde est contractualisé seul. Peut-être que la presse aurait eu plus de pouvoir réuni, mais là, bon, je n'ai pas d'éléments, je peux pas. Cette négociation elle restera secrète, et le contrat, il n'y a pas de raison qu'il soit dévoilé. Donc en général, ces contrats, sont des contrats entre des personnes privées, il n'y a aucune raison qu'ils soient révélés au public. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses pour moi qui sont des choses importantes. La première, ça veut dire que les fournisseurs d'IA ont besoin de données de qualité. Les données de qualité sont des contenus sous droit. Ce qu'on appelle données de qualité, c'est au sens large. Ce sont des contenus, ce sont des
des photos, des peintures, des articles de journaux, des livres, des romans, enfin voilà, ça c'est une donnée de qualité. Un échange sur un forum, c'est pas... Voilà. Et en informatique, on a une formule, on dit garbage in, garbage out. Si vous mettez de la poubelle en entrée, il y a de la poubelle en sortie. Voilà. Donc il n'y a que la donnée de qualité qui fournira des extrants de qualité. Donc ils en ont bien conscience. Donc premier enseignement, c'est ils ont pris conscience de la valeur des contenus culturels et donc ils vont chercher, et ils cherchent aujourd'hui à passer des licences, à contractualiser avec les titulaires de droit. Deuxième enseignement, finalement, la transparence de la IACT fait pression, mais on ne va pas attendre 2025 pour que ça arrive. Ça y est, les négociations sont en cours. Il y a beaucoup de titulaires de droit qui commencent à négocier. Alors tout à l'heure, vous parliez que les titulaires de droit avaient tous choisi l'opt-out. Concrètement, comment ça se manifeste? Alors, c'est très compliqué l'opt-out parce que la directive de 2019 nous dit par des moyens lisibles par machine. C'est quoi des moyens lisibles par machine? Alors, ça peut être des métadonnées, mais les métadonnées ça s'écrase, ça peut être du watermarking, mais ça coûte cher, enfin en tout cas ça a un coût, c'est plus solide que des métadonnées, mais ça a un coût. Ça peut être une infrastructure centralisée, mais là ça a encore un coût supérieur. La presse fait des infrastructures centralisées, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et puis surtout, le titulaire de droit n'est pas toujours à l'origine de la mise en ligne. Parce qu'il peut très bien y avoir une photo d'une photo, qui est mise en ligne, et là, il n'y a rien, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de métadonnées, il n'y a rien. Quand vous êtes dans une exposition, vous vous prenez devant la photo, il y a la photo derrière, bon, voilà, et donc c'est comme si vous disiez, on va vider l'océan avec une petite cuillère. Donc l'efficacité même de l'opt-out, j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué de la mesurer en l'état des usages. Cela étant, tous les représentants d'organismes de gestion collective ont exercé l'opt-out sur leur catalogue et l'ont annoncé de manière très ferme, très, très claire, très nette, dans des conditions générales, sur leur site. Voilà. Donc tous ceux qui sont attachés à des organismes de gestion collective peuvent bénéficier, pour autant que ce soit efficace, ça je ne saurais le dire, mais peuvent bénéficier de l'opt-out qui a été réalisé par notamment la DEAGP, la CEF, la SACEM, voilà, tous les organismes, la SACD, tous les organismes ont exercé l'opt-out pour leurs membres, pour les catalogues. Bon, peut-être qu'on pourra revenir sur ces points lors de la séance de questions-réponses. On va continuer à avancer et parler de ce fameux rapport. Voilà. Très beau document qui existe aussi en PDF. Vous pouvez le trouver, vous tapez, ils nous ont pris, on a fait une remise en bonne et due forme au président de la République, donc sur le site de l'Élysée. Vous avez trouvé une belle photo du président avec le rapport, une moue derrière, et vous pouvez télécharger le rapport très facilement. Donc sur ce rapport, on va pas le passer en revue, mais quels sont les points qui peuvent concerner plus particulièrement la profession des auteurs, des créateurs et des photographes en particulier? Alors, on a dans ce rapport 4-5 recommandations qui concernent directement la culture sur 25, ce qui est énorme, vous vous en rendez pas compte pour le moment, mais quand vous regarderez le rapport et la composition de la commission, vous vous direz que c'est beaucoup. Peut-être les recommandations les plus importantes pendant tout le temps où on a discuté de ce rapport, c'était la guerre au niveau européen sur la transparence. Mais la guerre, vraiment, c'était... Donc, moi j'essayais d'agir au niveau européen pour que la transparence parle, et j'essayais d'agir au niveau de la Commission pour que la transparence soit reconnue comme un principe. Et finalement, on atterrit des deux côtés, c'est-à-dire qu'on soutient la transparence. Et donc, dans sa stratégie à mettre en œuvre, la transparence est une valeur, la transparence des sources d'entraînement est une valeur qui sera soutenue dans la stratégie française. Donc ça, c'était un peu inespéré parce que la France n'était pas nécessairement au soutien de la transparence. Voilà. Et puis peut-être une autre disposition aussi qui peut intéresser, c'est que les IA génératives sont aujourd'hui entraînées sur des sources
anglaise, américaine, sur une culture anglaise, américaine. Et donc, il y a un risque pour la culture française, francophone, d'être un peu invisibilisée dans cette... D'ailleurs, c'est le cas, si vous demandez qui est le premier à traverser la Manche, vous allez voir, la réponse va vous étonner, c'est alors que nous, on sait très bien que c'est un Français, vous n'aurez pas cette réponse. Si vous demandez à ChatGPT. Le sujet ici, c'est comment on fait pour faire rayonner la culture française aussi dans ces systèmes, s'il n'y a pas de raison que la culture française soit invisibilisée. Sinon, on va tous penser, raisonner de la même façon, puis il n'y aura plus de culture française, on sera plus sensibilisé à cette culture. Donc, une des recommandations, c'est de créer une infrastructure technique qui permette de mettre en relation des détenteurs de données patrimoniales et des fournisseurs d'intelligence artificielle, entre guillemets, ouvrez les guillemets, dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins, fermez les guillemets. J'insiste, parce que ce petit bout de phrase a été dur. Ce petit bout de phrase a été arraché, et je me réjouis parce que ce matin, il y a eu un communiqué de presse entre Madame Dati et Madame Ferrari, donc culture numérique. Communiqué de presse ce matin pour dire, au niveau européen, on soutient une initiative qui s'appelle Altedic, qui est une initiative justement pour que les cultures nationales européennes puissent rayonner dans l'univers intelligence artificielle. Et donc c'est l'idée de créer des masses de données européennes qui pourront être utilisées par les fournisseurs d'IA. Et dans le communiqué de presse, en gras, il y a écrit dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ce sera des contenus qui ne sont pas sous droit, qu'on mettra à disposition, soit si ce sont des contenus sous droit, il faudra avoir, comme on dit dans le jargon, clearer les droits, c'est-à-dire payer les titulaires. Voilà. Quand on dit pas sous droit, c'est tomber dans le domaine public? Ça peut être tomber dans le domaine public ou qui ne sont pas des œuvres. Par exemple, dans les données patrimoniales, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi pour les systèmes d'IA, qui sont les données informatives. L'ISBN, le nombre de pages, des données qui ne sont pas des données... protégées. Non, oui, c'est ça. Et ça peut aussi être des données très importantes. Alors tout à l'heure, je reviens, vous disiez la France n'était pas favorable à cette transparence. Oui. Comment on peut l'expliquer? C'est par rapport pour pouvoir être plus compétitif par rapport aux autres grands acteurs américains Oui, c'est assez étonnant parce que la France a toujours une position pro-culture très très forte. Enfin vraiment, quand on dit l'exception culturelle française, ça fait d'ailleurs sourire nos partenaires européens, parce qu'il y a vraiment il y a un régime de protection de la culture en France qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Donc c'est de manière évidente. Il y a une politique culturelle, on peut dire ah non, c'est pas assez, n'empêche qu'il n'y a pas mieux dans les autres États de l'Union européenne. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on sent bien que l'intelligence artificielle, ça va être une vraie révolution, mais une lame de fond. Et c'est une lame de fond qui va très très vite. On n'a pas du tout le temps de s'habituer, il y a déjà des emplois qui disparaissent. Donc les progrès de l'IA vont très 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 vite. Quand on commence, enfin voilà, quand on est nommé en septembre 2023 à l'époque, il y a une IA, il y a des IA génératives, on regarde comment ça fonctionne, on regarde 6 mois après, on a fait des progrès, des pas de géants. Donc on sait très bien que ça va vite et on sait aussi que possiblement il va y avoir des gains de compétitivité et de productivité énormes grâce à l'intelligence artificielle. On l'a mesuré, alors dans cette commission de l'intelligence artificielle, il y avait beaucoup de représentants de la tech, vous l'avez compris, mais il y avait aussi Philippe Aghion, qui est un grand économiste français, mondialement connu, et lui, il a étudié l'impact économique et sur l'emploi également, et il a étudié l'impact économique de l'IA, et il considère, et comme je vous dis, c'est vraiment une autorité en économie, il considère que si les investissements sont faits, si l'État s'en donne les moyens, et donc fait les investissements qu'il faut dans l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir sur 10 ans 1% de PIB supplémentaire par an. Ce qui est énorme. C'est énorme. Et donc évidemment, et ça au niveau européen, tout le monde a bien conscience
que c'est un vrai facteur de croissance. Et donc il ne faut pas rater le virage, parce que sinon on va regarder le train passer. Et il en va de notre économie, c'est évident. Donc l'idée c'était de dire régulons le moins possible pour ne pas entraver l'innovation. D'où cette position qu'on peut considérer comme très excessive ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ça n'était pas forcément la position partagée. Et à la fin, in fine, au niveau européen, ce qui a été retenu, c'est qu'il fallait réguler les IA génératives et donc qu'il fallait leur imposer le respect du droit d'auteur et des droits voisins. Et de la transparence. Et la transparence, ce qui va avec, parce que en fait, la transparence va permettre d'informer les titulaires de droit sur la licéité de la source et sur le respect de l'opt-out. Donc c'est plutôt, ça c'est positif. Très positif, très positif. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, ça va très vite, et en préparant cette réunion, vous disiez il faut que les auteurs, notamment, il faut qu'ils utilisent, il faut qu'ils s'impliquent et qu'ils n'aient pas peur d'utiliser l'IA. Est-ce qu'on peut développer ce point? Moi, je parle. La technologie d'IA, elle va irriguer toute la société. Et on sent bien qu'il y aura ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'utilisent pas ne vivront pas. Mais on commence à mesurer, notamment dans le secteur des entreprises, on voit très bien que ceux qui commencent à implémenter l'IA ont des gains de productivité plus importants que ceux qui ne l'implémentent pas. Donc je trouve que d'abord il n'y a pas de raison que le secteur de la culture échappe, et puis il n'y a pas de raison non plus que le secteur de la culture, contrairement à ce qu'on pense, on a toujours l'impression que quand on défend la culture, on est un peu poussiéreux. Oui, d'abord, moi je ne me sens pas poussiéreuse, premièrement. Voilà, ça va. Non mais voilà, je veux dire, et puis par ailleurs, la culture s'est toujours saisie de la technologie. Toujours. Le droit d'auteur est né de la technologie. Le droit d'auteur, il est né avec l'invention de l'imprimerie. C'est la technologie qui a fait prendre conscience de la nécessité de protéger. Et on a traversé comme ça la radio, la télévision, le cinéma, la télévision, l'internet. Je veux dire, la culture s'est toujours saisie et a toujours été confrontée à la technologie et sans problème, sans difficulté. Bien sûr que c'est pas toujours simple, mais c'est un secteur qui est foncièrement moderne. Et c'est aussi un secteur qui est très économique. C'est comme je dis, moi je trouve que c'est vrai, nous on a un ministère de la Culture, c'est très rare d'avoir un ministère de la Culture en Europe. Ça aussi c'est notre exception culturelle française, quoi. Il n'y a pas forcément des ministères de la Culture partout dans les pays, c'est même plutôt l'exception. Et pour autant, je pense que le ministère de l'économie doit être autant en charge de la culture que le ministère de la Culture, parce que la culture c'est 4% du PIB. Voilà, donc c'est un secteur économique énorme. Et, pour revenir au métier de photographe, c'est pas forcément nous en termes de gain de productivité, mais c'est vrai que se pose la question, clairement. Donc, jusqu'ici, on a fait des photos. Aujourd'hui, on va générer des images. On en discutait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a peut-être tendance à penser que... Parce que je sais qu'aux États-Unis, une image générée par IA n'est pas copyrightable. Et vous me disiez, si aujourd'hui un photographe travaille sur des images générées, il se pose la question du droit d'auteur. Et en fait, aujourd'hui, là, ce n'est pas tranché. Et vous me disiez, dans l'absolu, on en sera toujours à... Un juge dira s'il y a une originalité ou pas par rapport à ça. Je trouve ça intéressant. Alors, moi, je pars du principe qu'il ne faut surtout pas dissuader les auteurs de se saisir de la technologie d'IA. Il n'y a pas de raison que partout, dans tous les secteurs, on dise l'IA c'est formidable, il faut l'emprunter, il faut l'utiliser, ça va permettre plein de choses, et puis que pour les auteurs on leur dise attention, si vous utilisez l'IA, là vous n'êtes plus auteur. Je trouve que c'est un discours, c'est deux poids deux mesures qui n'a pas lieu d'exister.
Donc, ce qu'il faut, c'est que d'abord, on fasse bien la distinction entre les productions générées par une IA, vraiment, vous mettez un prompt, tiens, et puis les productions et les créations, en réalité, assistées par l'intelligence artificielle. Parce que je peux vous dire, pour voir des gens qui sont des photographes au départ, mais travailler avec l'IA pour pouvoir faire des images. Alors, je discutais avec Mathieu tout à l'heure, il me disait, je fais maintenant bien la distinction entre une photographie et une image, et je me disais, peut-être ils font des images photographiques, c'est-à-dire dans le style de la photographie, et c'est vrai que ce sont des images, ce ne sont pas des photographies, c'est pas une reproduction du réel, hein, le pape en doudoune, c'est pas, voilà, c'est pas réel, mais moi, je trouve important que les auteurs qui se saisissent de l'IA comme un outil ne soient pas inquiétés. C'est-à-dire qu'ils restent des auteurs, que la création, ce soit toujours une œuvre, et qu'ils aient des droits sur cette création. Parce que si on dit, oh bah, dès lors qu'ils utilisent l'IA, alors là, ils n'ont plus le droit à rien, donc c'est pas protégé, non, ça va pas. Ça va pas avec le message général qui est de dire à tous, saisissez-vous de l'IA. Non. Donc il va falloir travailler sur cette zone grise, cette frontière, qui n'est pas une frontière étanche et qui est un peu large, entre la production générée et la création assistée par une intelligence artificielle. Et pour ça, en fait, on sait faire. Les juges, ils vont revenir aux fondamentaux. Ils vont dire, c'est quoi une œuvre ? Une œuvre, c'est une création de forme originale. C'est-à-dire une création de forme qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Okay. La création de forme, nul doute, c'est bien l'extériorisation dans le monde sensible, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur ? Ça dépendra de de l'influence et de l'implication de celui qui a utilisé l'IA. Est-ce qu'il l'a utilisé passivement et voilà, ou est-ce qu'il a vraiment presque challengé l'outil pour que ce soit sa création, sa personnalité qui ressorte, et pour voir des images photographiques, et notamment j'ai un petit bouquin qui m'a été offert, qui est formidable, d'un photographe qui travaille avec de l'IA et qui fait des choses vraiment superbes, très très belles. Et j'ai pas de doute en fait sur le fait que c'est bien un auteur. Enfin, suffit pas comme ça d'utiliser Dali ou Midjourney et puis ça sort ça, c'est pas vrai. Il y a un travail énorme et c'est pas juste le travail, parce que le travail ne permet pas d'obtenir du droit d'auteur, mais c'est vraiment le transfert de sa personne, de sa personnalité, l'imprégnation dans le résultat de son fort intérieur. Malgré tout, quand même, de faire des choix esthétiques, des choix de lumière. C'est ça, et vous savez, c'est comme il y a quelques années, il y avait une décision intéressante rendue par la Cour de justice de l'Union européenne sur la photographie. Parce que la photographie, ça a posé exactement la même question que l'IA, il y a des années et des années. La photographie, on disait, il y a un appareil, alors au départ on me disait, ça peut pas être une œuvre, alors on va faire d'autres critères, parce que comme il y a un appareil, c'était contrariant. Hein, la technologie, c'est toujours un peu contrariant. Alors que on sait très bien qu'en droit d'auteur, il n'y a pas besoin de réaliser avec ses mains de toute façon pour être un auteur. Mais c'était contrariant au moment de la photographie. Et il y a quelques années, il y a eu une décision de la Cour de justice qui est très intéressante parce qu'elle oriente un peu cette recherche de l'originalité. Et elle dit, pour une photographie, l'originalité, donc l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ce qui permet de faire œuvre et de donner lieu à la réservation par le droit d'auteur, eh bien ça peut se trouver en différents endroits. Ça peut être le choix de la mise en scène, ça peut être l'éclairage, ça peut être l'angle de vue. Et comme ça, on égrène un certain nombre de manières d'exprimer sa personnalité. Et bien, je pense que pour l'IA, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir des manières d'exprimer sa personnalité en utilisant l'outil. Ok, merci beaucoup Alexandra. Peut-être qu'on peut... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a bien balayé le chemin, et je me dis que c'est l'occasion, comme vous êtes avec nous, je suis sûr que dans l'Assemblée on a des questions. Voilà, je vois, est-ce qu'on a... Président qui se charge du micro. Voilà. Oui, j'avais une question. Alors, on parle de photographes qui utiliseraient l'outil et qui auraient droit à des droits d'auteur.
comme les outils d'intelligence artificielle peuvent être utilisés par d'autres personnes qui ne sont pas forcément des photographes dans une entreprise pour éviter de passer par un prestataire, un photographe externe, une personne va générer des images parce qu'on lui demande de faire... Comment ça va se passer dans ce cas-là, finalement? Est-ce que ils auront... ça mange le travail des photographes et ils ne seront pas forcément rémunérés en tant que... Parce que c'est un peu ça aujourd'hui la concurrence. On le voit bien, moi je le teste sur la partie écrite. Ouais, non, mais la réflexion. Et je pense, je dirais, les photographes, on se pose tous la question par rapport à ça, quoi. Oui, alors c'est ce que me dit monsieur, ça a toujours existé. Enfin, je veux dire, ça, enfin, clairement, oui, il va y avoir des métiers qui vont disparaître ou qui vont être transférés, diminués. Les photographes ne sont pas encore les plus touchés. Au premier rang, vous avez les voix, voilà. Vous avez la traduction. Alors là, la traduction, là, je veux dire, c'est fini. Et les voix, c'est pareil. Enfin, le doublage. T'imagines, on ne va pas chercher la voix française d'un acteur maintenant. On va prendre l'acteur, on va faire mouliner sa voix dans une IA et on va sortir sa voix en français. Hein, donc c'est fini, le doublage c'est fini, la traduction. Il va y avoir quelques grandes traductions littéraires, mais aujourd'hui moi j'ai accès à des contrats. Avant, vous savez que les traducteurs sont des auteurs, hein, comme les photographes, sont des auteurs. Ben, aujourd'hui ils n'ont plus des contrats d'auteurs. Ils ont des contrats de correction de traduction, donc ils ont des prestations de service avec un forfait, quoi, de 100 € pour vérifier telle traduction, hop, merci, au revoir, ils ne sont plus auteurs. Donc la traduction a été faite de manière automatisée, on leur demande juste de corriger cette traduction. Donc il y a clairement des métiers qui vont être fortement impactés par l'intelligence artificielle. On pense aussi que oui, dans les entreprises de com, marketing, etc. Là, il va y avoir aussi beaucoup d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, ce qui, en effet, va retirer du travail à certaines personnes, ou alors va faire que certaines personnes vont utiliser l'IA et donc vont pouvoir répondre eux aussi à la demande. Il y a ça. Bon, ce sera comme ça dans tous les secteurs. Ce qui est évident, c'est que nous, on a fait dans ce rapport l'étude sur le marché global. Sur le marché global, il y a plus de complémentarité que d'éviction. De manière très nette, dans les entreprises qui ont adopté l'IA, on se rend compte que l'IA est complémentaire. Ce n'est pas du tout les entreprises qui licencient, au contraire, c'est les entreprises qui embauchent. Donc, de manière générale, il y a plus de la complémentarité que d'éviction. Mais le secteur de la culture est plus fragile que tous les autres secteurs. Parce que le secteur de la culture, c'est l'endroit où on cumule les petits contrats, où pour gagner sa vie, on répond à 10, 15, 50 commandes, où donc on n'a pas un statut nécessairement pérenne, on n'a pas un salaire nécessairement fixe, et donc on voit bien que c'est un des secteurs les plus fragilisés par l'IA générative. Le ministère de la Culture est en train de documenter ça. Donc dans le rapport, on a commencé à le faire et du coup, parallèlement, on a lancé toutes les directions du ministère de la Culture qui font remonter branche par branche les données sur ces sujets. Après, on ne pourra pas l'empêcher, c'est certain, mais l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner le mieux possible. Bonjour. J'avais 2-3 petites questions qui font appel à votre expertise. La première, c'est les droits d'auteur sont limités 70 ans après la mort. On est sur un médium photographique à 200 ans. Quand on va dans une salle de vente, on se rend compte que ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est 3-4% d'artistes contemporains et des primitifs qui sont libres de droit. Et donc le débat de s'occuper, de savoir la masse sur lesquelles vont être fondés les patterns de learning, cette masse, elle va disparaître, puisque de toute façon, 70 ans après la mort de l'auteur, les IA génératives, avec les progrès qu'elles ont exponentiels, vont se baser sur des données qui seront devenues sans valeur patrimoniale. Et donc, c'est intéressant de s'attaquer à la question de qu'est-ce qu'on fait, on va dire, de l'écosystème d'aujourd'hui, mais si on se projette sur le temps long, on va dire qu'il n'y a déjà plus de droit d'auteur sur cette partie-là des IA génératives. Et donc, quand vous annoncez que on se pose la question
de se dire que ce qui est produit par une IA, ça accepte le droit d'auteur, va se poser la question de la répartition de la valeur, de qui va être en paternité de ce droit d'auteur. Est-ce que c'est le stagiaire qui aura donné les scripts? Est-ce que c'est l'inventeur du logiciel? Et donc moi ma question c'est, est-ce qu'on n'est pas dans le combat de la diligence et du chemin de fer, où aujourd'hui les diligences, c'est simplement à Disneyland, et que en fait le droit d'auteur, l'exception culturelle française, quand en plus vous dites que les Américains ont déjà considéré qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur de l'IA générative. J'ai pas dit ça. Non mais a priori, c'est mon camarade. Non mais j'ai pas dit ça, il n'a pas dit ça non plus exactement. La question c'est, est-ce qu'on ne va pas progressivement vers une réelle extinction à moyen terme, c'est-à-dire à plus de 50 ans, du droit d'auteur et de l'exception culturelle française telle qu'on la conçoit? Écoutez, moi je travaille pour ça, hein, mais après, je n'ai pas de boule de cristal, j'espère. Bon, dans 50 ans, remarquez, j'aurai arrêté, je ne travaillerai plus. Donc, alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, il faut vraiment distinguer l'amont et l'aval, parce que le sort de l'amont est complètement délié du sort de l'aval. C'est-à-dire que le fait d'utiliser en amont, ça n'a pas d'incidence sur la qualification en aval. Donc, le sort de l'amont, vous me dites, ce qui intéresse, c'est 2%. Ça dépend des domaines. Par exemple, si vous voulez produire des photos, des images photographiques de conflits récents, imaginez, générées par une IA, il vous faut des photos récentes, de conflits récents. Si vous voulez une IA générative qui génère des news qui sont quand même pas des fake news, il vous faut des contenus récents. Donc c'est pas forcément les 2-3% plus connus, et c'est pas forcément en allant entraîner l'IA sur des contenus qui sont plus sous droit que vous pourrez générer des contenus pertinents pour aujourd'hui. Par exemple, si vous demandez le pape en doudoune, je sais pas c'était quoi, Dolce Gabbana, Gucci. Voilà, pour ça, il faut avoir les derniers modèles, il faut avoir fait rentrer des photos avec les derniers modèles des doudounes Gucci. Donc preuve que c'est pas ce qui n'est plus sous droit qui doit être rentré. Si les fournisseurs d'IA veulent à ce point aujourd'hui passer des licences, c'est bien parce qu'ils en ont besoin. Donc l'amont, je pense qu'ils vont avoir besoin de passer des licences. Ensuite sur l'aval, moi je vous ai pas dit le stagiaire, celui qui le script pourra être auteur. Moi je vous ai juste dit, il y a différents types d'utilisation de l'outil d'IA. Il y a des utilisations qui restent créatives, et là, il ne faut absolument pas disqualifier les auteurs qui font des utilisations créatives. Et puis ensuite, il y a des utilisations qui seront en effet non créatives, c'est-à-dire on ne pourra pas reconnaître la qualité d'auteur, et auquel cas il n'y a pas de droit d'auteur. Ni aux stagiaires, ni à l'entreprise, voilà. Soit il y a un auteur et il y a du droit d'auteur. Donc soit on peut qualifier une personne physique qui a marqué la création de l'empreinte de sa personnalité, et là, il y a du droit d'auteur. Soit on ne peut pas faire ça, et là, il n'y a pas de droit. Voilà. Donc, alors évidemment, entre les deux, il y a une zone un peu compliquée, à partir de quand on bascule vers la protection. Et ça, c'est des sujets qu'on voit depuis très longtemps en jurisprudence, qu'on a eu à traiter en matière de photographie, qu'on a eu à traiter beaucoup en matière d'art contemporain, d'art conceptuel, et à partir de quand on dépasse l'idée, parce que l'idée n'est jamais protégée par le droit d'auteur, donc à partir de quand on dépasse l'idée et on est vraiment dans la création de forme originale. On se posera exactement la même question en matière d'intelligence artificielle. Mais on ne donnera pas des droits à quelqu'un qui se contente de donner un ordre simple et avec une sortie. Ça c'est sûr, on ne lui donnera pas des droits d'auteur. Le droit d'auteur, aujourd'hui, n'est pas adapté pour ça. Après, on pourrait imaginer qu'on fasse une réforme du droit d'auteur, mais nos engagements internationaux s'opposeraient à ce qu'on reconnaisse des droits d'auteur, par exemple, pas à une personne physique. Les auteurs sont des personnes physiques. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu j'espère que vous êtes moins inquiets. Oui, pardon. C'est toujours vis-à- qu'il de votre expertise. Concernant l'originalité de l'œuvre notamment, vous avez dit que il fallait choisir l'instant, le cadrage. Enfin, ça remonte aussi à nombre de jurisprudences qui disent que pour qu'une œuvre soit originale, il faut que l'auteur ait choisi l'instant, le cadrage et moyens techniques, sans que ce soit limitatif ni exhaustif.
Toutefois, on s'aperçoit que les juges rendent aujourd'hui des jugements sur certaines photos sur lesquelles le photographe a bien choisi l'originalité, enfin a bien choisi l'instant de cadrage, et l'œuvre n'est pas reconnue comme originale parce que le juge considère j'aurais pu faire la même, ou a un jugement parfaitement humain, on va dire, et absolument pas factuel. Donc j'ai bien compris que l'IA pouvait être protégée quant à l'empreinte de la personnalité de l'auteur, et je trouve que c'est comme tous les nouveaux développements, quelque chose qui va bousculer la profession, comme vous l'avez parfaitement dit. J'ai quand même un problème de fond sur l'originalité de l'œuvre. C'est-à-dire que j'aimerais bien, mais ça fait très longtemps que je suis dans cette profession, et j'aimerais bien, très longtemps, que je voudrais ça, que les juges arrêtent de penser comme des robots dans certains cas, c'est-à-dire que j'aurais pu faire la même, ou mon fils aurait pu faire la même, ou je l'ai vu par machin et tout, et c'est pas une œuvre, en confondant systématiquement œuvre originale et œuvre d'art. Ça aussi on l'a en permanence, c'est pas une œuvre parce que c'est pas artistique, mais on s'en fout, c'est original. Donc c'est une bouse, mais elle est originale, elle est protégée. Donc dans le principe, je trouve qu'il faudrait que tout ce qui a été vu avant soit bien repris, que si on choisit l'instant, le cadrage et moyens techniques, on est bien auteur d'une œuvre. Ça impliciterait éventuellement que toute photo soit originale, et je sais que ça, c'est pas possible. Ça, on est d'accord, c'est pas possible, mais ça permettrait quand même d'étendre le champ des œuvres protégées un peu plus que ce que les juges ont l'air de vouloir l'étendre aujourd'hui. Alors, plusieurs remarques. Le droit français a une approche très 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 large de ce qu'est une œuvre. Donc on est au monde le pays le plus protecteur des œuvres de l'esprit. Soyons clairs, au monde. J'ai pas peur de le dire. Non seulement on a la politique culturelle la plus généreuse, mais en plus on est le droit et le droit le plus protecteur. D'ailleurs, souvent on est moqué avec notre droit moral qui existe nulle part ailleurs, mais là encore, c'est l'exception française. On aime bien. Maintenant, les juges, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que, j'ai envie de vous dire, le droit d'auteur presque n'est pas tellement dans l'air du temps. Voilà. En fait, la réservation n'est pas tellement dans l'air du temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées qui circulent de est-ce que ça mérite d'être protégé? Alors que vous savez bien, si vous êtes dans le métier depuis longtemps, que le mérite n'est pas un critère pour l'accès à la protection, et c'est même écrit noir sur blanc dans notre loi. Le juge n'a pas le droit de prendre en compte le mérite, la destination. Par exemple, si c'est une destination, c'est une photo industrielle, il n'a pas le droit de prendre en compte ces éléments. La seule chose qu'il doit voir, c'est est-ce qu'il y a l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et c'est de plus en plus difficile, vous avez raison, et les avocats le disent. Plaider l'originalité devient un exercice assez difficile. C'est pas lié à la loi, c'est lié à un mouvement jurisprudentiel d'interprétation qui souvent concerne les juges du fond, et dès que vous arrivez au deuxième degré, ça y est, ça s'atténue. Par exemple, je pense à la photo de Jimi Hendrix, vous savez, avec la volute de fumée qui avait été reprise donc, pour une cigarette électronique, dans mon souvenir. Le tribunal de grande instance à l'époque nous dit c'est pas protégé, la cour d'appel dit attendez. Voilà. Donc oui, il y a comment vous dire, c'est difficile. Voilà. C'est difficile de faire reconnaître, mais à la fois on ne peut pas tout protéger, parce que protéger ça a un sens. Hein. Protéger ça veut dire réserver, ça veut dire l'exclusivité. L'exclusivité, c'est exclure tous les tiers de l'objet immatériel en cause. Donc il faut quelque part qu'il y ait suffisamment d'éléments pour justifier l'exclusion des tiers. Et donc, oui, il faut cette originalité qui est de plus en plus difficile à démontrer. Après, quand je vois les photographies ici, je me dis, la photo a encore de beaux jours, quoi. Je veux dire, on n'aura pas beaucoup de mal à démontrer ici devant un juge l'originalité de ces photos. Voilà. Et même si un juge de première instance nous dit ah ben non, parce que c'est banal, par exemple dans l'affaire Jimi Hendrix, la photo en noir et blanc de portrait avec une volute, c'est banal. Je veux bien, banal, oui, c'est banal peut-être dans l'histoire de la photographie, enfin j'en sais rien, moi, si c'est banal ou c'est banal, enfin c'est facile a posteriori de dire c'est banal. Hein. Si c'est si banal, d'autres l'auraient fait bien avant. Donc, bon. Il y a en effet cette difficulté à prouver l'originalité.
Là-dessus, il y a eu, au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, il y a eu une proposition de réformer dans le Code de la propriété intellectuelle. Il n'y a pas la notion d'originalité dans le Code de la propriété intellectuelle, parce que c'est ce qu'on appelle une notion de cadre, l'originalité. Donc elle n'est pas définie par le législateur, il y a une délégation au juge. Et il a été proposé d'intégrer vraiment, pour autant c'est vraiment le critère qui nous permet de basculer du droit d'auteur à la non-protection, l'originalité. Il a été proposé par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique de réformer sur ce point le droit pour y intégrer justement la notion d'originalité et pour faciliter un peu la preuve de l'originalité, parce que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui, c'est la preuve de l'originalité devant le tribunal judiciaire, en particulier à Paris. Le ministère de la Justice n'y est pas très favorable pour le moment. Et par ailleurs, vous comprenez bien qu'il y a ici un... Les juges n'ont pas envie qu'on leur dise la manière dont ils doivent juger. Il y a aussi une question de séparation des pouvoirs. Vous voyez, donc, ça ne paraît pas illogique que du côté des juges, on dise voilà. Donc, est-ce que le législateur s'emparera de ce sujet et rectifiera? Il en a le pouvoir. On peut s'opposer on a déjà vu le législateur briser la jurisprudence en ajoutant une condition ou en disant exactement l'inverse de ce qui a été jugé dans le texte de loi. Peut-être. En tout cas, c'est une réflexion qui est en cours. Il y a une sénatrice qui essaye de porter justement une réforme de l'originalité, une réforme légale. Je ne sais pas si vous savez, Madame Robert, qui essaye de porter cette réforme. Mais c'est un vrai sujet. Alors, c'est un sujet qui existe depuis toujours, qu'on a connu avec la photo, qu'on a connu avec l'art contemporain, avec l'art conceptuel, et qu'on va connaître encore avec l'intelligence artificielle. Donc peut-être il est temps d'avancer. Bonjour. Oui, d'abord, bravo pour votre travail et votre clairvoyance. Merci. J'ai une question par rapport à la redistribution des droits qui vont être négociés justement avec les acteurs de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça sera reversé? Pardon. Est-ce que ça... Il faut que je répète? Non, j'ai entendu. Est-ce que ça sera reversé à des organismes comme la SAIF, par exemple, pour que ça soit redistribué aux auteurs? En fait, on ne sait pas encore. Non, attends, si tu veux, tu donneras la réponse de la CEF. Moi, je vais donner la réponse. Je suis ni CEF, ni société de gestion, ni titulaire. Enfin, si je suis titulaire de droit sur mes écrits, mais je ne gagne pas ma vie avec. Il va y avoir plein de modèles qui vont se développer. De manière évidente, certaines sociétés de gestion vont passer des licences pour leur catalogue. Donc, il y a des sociétés de gestion collective qui vont passer des licences pour leur catalogue. Vous avez aussi d'autres... Tout le monde n'a pas une société de gestion collective. Par exemple, dans l'édition littéraire, il n'y a pas de société de gestion collective. Donc ça ne va pas être possible, cette négociation collective. Ensuite, la répartition, évidemment, ça va être compliqué, mais vous savez, les sociétés de gestion, elles savent faire les répartitions. Elles le font, elles font des répartitions déjà, elles savent gérer la masse. C'est leur travail. C'est leur travail. Et leur travail, surtout, c'est d'aller récupérer de l'argent pour leurs membres. Donc, et de le redistribuer. Voilà. Et là-dessus, ils sont très surveillés en plus. Donc, ils n'ont pas la possibilité, vous savez, de garder, de mettre de côté. C'est très surveillé, c'est contrôlé. Voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça va se mettre en place, en fait. Quand vous avez des négociations qui sont avec un journal comme Le Monde, on imagine que Le Monde a prévu ça. En tout cas, il y a eu le contrat Le Monde OpenAI. Ce matin, je faisais une présentation comme ça pour la SACD, donc les auteurs-compositeurs dramatiques. Justement, Pascal Regard me disait « Ah, j'ai discuté avec une journaliste qui m'a dit qu'elle n'était pas du tout au courant si elle allait toucher quoi que ce soit ou pas. » Donc, tout ça va se mettre en place. Mais soyez assurés que, de toute façon, si les sociétés de gestion collective vont négocier pour obtenir de l'argent, ça va redescendre. Après, le sujet, c'est est-ce que ça redescend, comment ça redescend? Est-ce que, par exemple, on prend déjà des clés de répartition qu'on a à d'autres endroits et puis on se dit, on projette sur l'utilisation de l'IA,
Voilà, il y a plein d'idées. Il y en a. Toutes les sociétés de gestion collective me donnent plein d'idées pour pouvoir écrire sur ce sujet. Et nous allons le faire de manière collective, justement, pour que le législateur soit bien informé. Et Agnès va compléter pour la CEF. Et je ne sais pas si la DAGP est là. Je ne sais pas si Marianne Ferifal est là. Non ? Je crois qu'elle n'est pas là, Marianne. Elle n'est pas là ? Déjà, Alexandra, je voulais te remercier au nom de la CEF. Et donc, la CEF est un OGC, donc un tuteur de droit. Tu as parlé des tuteurs de droit. Donc, je voulais te remercier pour toute l'énergie que tu as consacrée depuis des mois à défendre l'ensemble des tuteurs de droit. Parce que, comme tu l'as dit, et je pense que c'est important de le redire, ça a été un combat très très difficile au niveau européen et au niveau français. Au niveau français, parce que effectivement, le gouvernement souhaite développer des acteurs de l'intelligence artificielle en France, ce qui en soi est une très bonne chose, mais avait un petit peu tendance à, pour cette raison-là, pas trop défendre la culture. Grâce à toi notamment et à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, parce qu'on a tous travaillé tous ensemble, nous avons réussi, et merci beaucoup à toi à nouveau, à faire effectivement adapter la transparence dans l'IA Act, donc ça c'est une première chose. Et puis aussi, dans le rapport de la commission d'intelligence artificielle, il y a quand même des choses qui sont très très importantes, tu l'as dit, mais c'est important quand même de le redire, c'est-à-dire la transparence, la rémunération, le respect du droit d'auteur. Donc c'est vrai qu'en 15 jours, là, on a enfin obtenu... Voilà, ouf, on est tous contents, on y a tous beaucoup travaillé, toi encore plus que nous. Franchement, il faudrait qu'on boive un coup, quand même. Voilà, c'est ça, exactement. Effectivement. Mais voilà, donc c'est quand même une première grande victoire, il faut le dire. Il n'y a pas encore d'argent, hein, ça sera l'étape suivante. Mais cette première étape est vraiment, vraiment très importante. Donc ça, on peut tous se féliciter, c'est la première chose. Ensuite, on a parlé d'opt-out. Donc effectivement, la CEF a fait l'opt-out pour l'ensemble de ses auteurs, puisque quand vous êtes membre de notre société, on est titulaire de vos droits, et donc on a fait cet opt-out. Alors on l'a fait de façon générale. Effectivement, c'est plus une déclaration un peu de principe, parce que c'est vrai qu'on ne va pas réussir à faire sortir les images une par une, et c'est très difficile pour tout ce qui est déjà utilisé. Les métadonnées ne sont pas toujours bien renseignées, donc on a conscience de tout ça, l'ARCOM en a conscience, puisqu'on en a parlé aussi un petit peu ce matin. Donc voilà, mais en tout cas, c'est important de l'avoir fait, et donc on est revenu dans le droit exclusif. Donc effectivement, les opérateurs doivent normalement venir où nous irons les voir, dans les deux cas, pour obtenir des autorisations en ce qui concerne l'exploitation de vos œuvres. En ce qui concerne la rémunération, ça sera après, parce qu'il faut déjà... ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Vous savez, ils ne vont pas vouloir venir nous payer comme ça du jour au lendemain. Enfin, ça, c'est le cas aussi pour les prestataires dans tous les secteurs et tous les exploitants. Les choses ne sont pas aisées à mettre en place. Mais quand on aura touché de l'argent, on les redistribuera bien évidemment. Et on a des instances qui mettent en place des règles de répartition. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on réfléchira à cette problématique-là. Et quand on aura touché des sous, ça sera un tel bonheur de les répartir, c'est toujours pareil, qu'il n'y aura pas de problème pour que ça soit fait. C'est toujours ça. Alors rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais aussi parler rapidement des œuvres qui seront générées, ou des œuvres ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, nous aussi, on est sur cette lignée, c'est-à-dire que c'est important que vous utilisiez l'intelligence artificielle comme un outil, bien sûr, comme un nouvel outil, ou pas, pour ceux qui n'en auraient pas envie. Et effectivement, la notion d'originalité devrait être examinée, et le juge décidera si c'est protégé ou pas. Et rapidement sur cette notion d'originalité, tu l'as dit Alexandra, c'est pour ça que je termine rapidement sur cette notion, tu l'as dit Alexandra, la sénatrice Sylvie Robert a déposé une proposition de loi, c'est à l'initiative des titulaires de droit, donc notamment l'UPP, la CEF, la DAGP, la SGDL, enfin voilà, on travaille tous ensemble sur cette question, et on espère bien que ça va aboutir prochainement. Je dis prochainement parce que pour toutes les questions de droit d'auteur, on ne connaît jamais les délais, et on y travaille beaucoup. Merci. Moi, ma question était, enfin j'en ai deux, l'une un peu politique et l'autre un peu plus photographique, on va dire. C'est politique dans le sens, est-ce que quand vous parlez de 1% de PIB possible, probable, avec l'IA, moi je me dis, à une époque où on essaye de faire de la décroissance, enfin où tout le monde parle plutôt de décroissance, et également à qui vont aller ce 20%, parce que en réalité, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concentration des richesses, que ce soit dans la culture ou ailleurs. Et donc, finalement, on imagine que ça va faire croître la richesse globale des personnes, et en réalité, ça va enrichir quelques individus, ce qui a été le cas de l'informatique, ce qui a été le cas d'un tas de domaines. Alors, je ne veux pas faire le rabat-joie politique, mais
moi j'avais une société qui faisait de la retouche, enfin je fais de la 3D, etc. Donc je suis très intéressé par la technologie. Mais le discours qu'a fait probablement le gouvernement, c'est, vous ne le disiez pas, vous ne l'assumiez pas en tant que rapporteuse de ce qui se passe en Europe, mais j'ai l'impression que c'est une ubérisation de la photographie et dans tous les domaines, ça se passe comme ça, quoi, que finalement, les photographes, ils vont être de plus en plus appauvris. Alors, dans les domaines du cinéma, etc., ils sont défendus avec l'intermittence du spectacle, etc., avec des lois très positives. Mais dans notre domaine, ça va être simplement une ubérisation, comme depuis qu'il y a les Photolia, tous ces gens, depuis les années 90, 2000, la photographie s'est appauvrie. Enfin, les gens qui participent à la photographie se sont appauvris, finalement. Donc voilà, ça c'est une première remarque. Et la deuxième, si je veux me permettre, c'est qu'on parle beaucoup de photographie avec l'IA. En fait, c'est des illustrations, parce que la photographie, c'est pas ça. La photographie, c'est une relation avec le réel, quoi. C'est une interprétation, bien sûr, du réel, ce n'est pas la réalité, mais c'est une relation avec les choses. C'est une relation avec les gens qu'on rencontre. C'est un aller-retour. C'est pas, on va faire une image. C'est une image photographique. C'est pas une illustration. C'est un rapport avec les choses, quoi. Donc ça me paraît. Enfin, souvent on oublie cette chose-là qui est quand même fondamentale en photographie, quoi. Alors juste moi, pour vous dire, je suis pas rapporteur de la parole de... Voilà. Ce rapport, il a été fait de manière complètement autonome. C'est-à-dire que vous avez compris que j'ai défendu une position contre la France. Donc alors pour le coup... donc vraiment... Oui, non, alors je sais pas quelle sera la position. Après, sur ce que vous dites, sur la... qui profitera... Bah, là, on est sur du macro, donc c'est 1% du PIB, donc c'est l'économie. Après, comment ça va redescendre sur chaque citoyen français? Alors là, malheureusement, j'aimerais vous dire que j'aimerais en profiter aussi, voilà. Voilà, j'aimerais moi aussi pouvoir profiter de cette amélioration du niveau de vie national, voilà, et de l'économie nationale. Mais évidemment, c'est pas une répartition, enfin, on va pas diviser par 66 millions de Français, et puis, enfin, bon, mais plus notre économie va bien, et mieux on va tous. Donc, oui, bien sûr, il y a de la précarité partout, bien sûr. Oui, oui. Oui, mais enfin, si vous voulez, moi, je veux pas rentrer dans des considérations politiques. Non, mais moi, je fais pas monsieur de politique, vous voyez, je vous dis la position qui est ici. Non mais, écoutez, non mais attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît, merci. Je rentre pas dans les considérations politiques parce que ce serait une discussion ici de sans fin, c'est-à-dire on pourrait se dire oh là là, bah oui, il y aura encore plus de précarité, puis d'autres vont dire ah ben non, si l'économie nationale... Et puis, qui a tort et qui a raison? En fait, ni l'un ni l'autre n'a tort et n'a raison. On ne va pas dire qu'il faut s'empêcher d'avoir 1% du PIB national de plus par an parce qu'il y aura de la précarité. Je pense que avec ces 1%, luttons contre moins de précarité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours cette vision un peu optimiste, mais vous allez me dire, je suis souvent trop optimiste. Donc, voilà. Oui, madame le professeur, bonjour, Christelle Biondi, avocat. J'ai une question. Vous nous avez bien expliqué ce qu'était l'opt-out et que donc, les titulaires de droit avaient repris le monopole, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre un contournement de la part des opérateurs d'IA? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, la charge de la preuve, elle pèse sur les auteurs. On sait effectivement la charge de la preuve sur l'originalité pèse sur les auteurs. C'est très difficile aujourd'hui puisqu'il y a une position un peu restrictive des juges pour reconnaître l'originalité. Donc, est-ce que les opérateurs d'IA pourraient dire oui, mais en fait, nous, ce qu'on a agrégé, indexé, ce n'est pas original et à vous d'en faire la preuve, malgré l'opt-out? Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre un contournement? Alors, c'est toujours possible. Ouais, on peut tout imaginer. Maintenant, ils vont être limités par le besoin. Ils ont besoin aujourd'hui de données de qualité. Et ils ont besoin que ça aille vite parce qu'il y a une compétition mondiale. Donc aujourd'hui, les fournisseurs d'IA sont prêts à licencier au sens à contractualiser. Voilà. Ils sont prêts à passer des licences.
Voilà. Ils sont prêts à passer les licences et ils n'ont pas envie de se lancer dans de multiples procès pour contester l'originalité. Et ce serait du cas par cas, vous imaginez le nombre de procès. Ils ont besoin de masse de données, et de masse de données, comme on dit mal, mais clearées, c'est-à-dire de masse de données où ils savent qu'ils n'auront pas de problème derrière, pas de procès, pas de... voilà. Donc évidemment, on peut tout imaginer, mais je crois franchement qu'un acteur comme Google ferait pas ça, enfin, ça n'a pas de sens. Vous imaginez le travail que ce serait? Ça leur coûterait encore plus cher que de payer une licence. Donc je crois pas. Voilà. Mais encore une fois, on peut imaginer que tout le monde... c'est peut-être encore une fois que moi je vois les choses positivement alors que tout doit être vu négativement dans la vie. Hein. C'est peut-être ça. Je sais pas. Bonjour, moi j'ai une question. Vous parliez du fait que le droit d'auteur était attaché à une personne, une personnalité physique. On sait qu'il y a eu une évolution de ce droit d'auteur, notamment pour gérer les logiciels, les créateurs de logiciels. Est-ce que dans l'état actuel des réflexions, il y a quelque chose de proche qui pourrait se dégager pour l'IA? Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs d'un logiciel IA, créateurs de quelque chose, on pourrait se retrouver dans la position où le logiciel réclamerait lui aussi des droits d'auteur, des codes-parts de nos revenus? Alors c'est pas le logiciel, vous voulez dire le fournisseur d'IA, c'est ça, l'éditeur d'IA, il réclamerait en l'état du droit positif, non, après contractuellement tout est possible, mais en l'état du droit positif, celui qui fournit l'outil n'a pas le droit à une quote-part du droit d'auteur. Il n'est pas le créateur, donc là-dessus ça tomberait devant un juge, enfin je ne sais pas comment il le motiverait, mais ça tomberait devant un juge. Après, vous avez raison, mais même en matière de logiciel, le droit de logiciel, c'est du droit d'auteur, mais alors du droit d'auteur tellement adapté que c'est du Canada Dry. Donc c'est un droit d'auteur très diminué, très amoindri, très adapté, et adapté à la technique, à la technologie. Mais même en matière de logiciel, le créateur du logiciel est auteur. Donc même en matière de logiciel. Mais il est auteur, quand on dit du logiciel, c'est-à-dire des lignes de code du logiciel, pas du sortant, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. L'auteur du logiciel n'est pas auteur, par exemple, du graphisme, de la génération, de ce qui sort sur l'écran, des aspects audiovisuels. Dans un jeu vidéo, celui qui fait le code n'est pas l'auteur de la partie audiovisuelle. Donc, j'entends bien, mais est-ce que... Du coup, est-ce qu'il y aurait un risque qu'on prenne ce type de cheminement vis-à-vis des outils IA? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en entendez pas? Justement, du coup, quel cheminement, du coup, qu'est-ce que vous visez exactement? En fait, dans la salle, on est photographe, on vit du droit d'auteur, ouais. Du coup, majoritairement. Est-ce qu'il y aurait un risque qu'on soit obligé de partager un éventuel gâteau en ce qui concerne les œuvres sortantes avec d'autres gens qui viendraient dire en fait il faut reverser une quote-part déjà à tous les auteurs. Mais c'est pas des auteurs, mais c'est non, enfin en l'état actuel, ce ne sont pas c'est pas parce qu'ils fournissent l'outil, c'est comme si vous me dites est-ce que je donne une partie des droits d'auteur sur la peinture à celui qui m'a fourni le pinceau? Ok. Non, même si le pinceau est super, vraiment super chouette, non, pas pour le moment, pas en l'état actuel. Je suis d'accord. Après, contractuellement, on peut toujours décider des choses. Ça, c'est le contrat. Le contrat pourrait très bien dire, en échange de l'utilisation de mon outil, voilà ce que je demande. Mais ça, c'est le contrat. Mais ça ne fait pas de lui un auteur. Ça ne peut pas être co-auteur. Ça peut être, je vous verse, je sais pas, un abonnement, une redevance, mais c'est pas de qualité d'auteur. Oui, pardon. Juste une question. Je rejoins un peu monsieur, et je pense que les décisions qu'on est en train de prendre vont infecter en fait beaucoup de personnes. C'est comme la production industrialisée des poulets a tué la production des poulets locaux en Afrique.
Maintenant, juste, vous pouvez me dire, la condamnation de Google, c'était quoi? C'est pour le pillage des données c'était quoi? Il était condamné pour quoi, Google? Non, pas du tout. Non, c'est l'autorité de la concurrence française. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du droit voisin des éditeurs de presse. C'est très technique. Depuis 2019, les éditeurs de presse ont un droit qui s'appelle le droit voisin. L'autorité avait déjà fait avait déjà condamné une première fois Google pour qu'il négocie de bonne foi avec les titres de presse, justement pour les publications de presse, pour payer ce droit voisin. Là, l'autorité considère que Google n'a pas négocié de bonne foi. Et au détour de la décision, ils font référence à l'IA et ça nous intéresse, du coup, voilà. Est-ce que l'amende, elle va à qui, en fait, après? Alors les amendes, ça va toujours, c'est l'État. Hein. Et quand une amende, c'est l'État. Non, ils n'ont pas pillé. Non mais c'est une amende administrative et... Non mais attendez, laissez-moi finir. Bon, ok. Alors, juste une petite bonjour, et puis moi je trouve ça super que vous travailliez là-dessus et que vous avanciez, vraiment, parce que de toute façon, quel que soit le marché et l'évolution, au moins essayer de tirer un petit peu d'argent pour les gens qui travaillent et qui vont peut-être prêter leurs œuvres pour l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est plus une inquiétude qu'une question, c'est que, en fait, plus on va vendre nos photos, puisqu'on est voué à y arriver, j'espère, plus on va vendre nos photos donc aux intelligences artificielles, plus elles pourront faire de photos, plus elles pourront créer des visuels. Bon, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'auront pas droit d'être des œuvres d'art, puisque ce sont des œuvres IA, donc ce ne seront pas des droits d'auteur. Et moi je pense à tous ces fournisseurs de photos, comme je pense à des Getty, des Shutterstock, etc., qui vont donc pouvoir créer énormément de visuels, parce que c'est quand même un marché énorme. Ces visuels auront été créés quand même par toutes les archives de tous les photographes du monde et de la Terre et de l'univers, et donc pourront être revendus et fabriqués gratuitement et revendus, ce qui ne rapportera absolument rien aux photographes. Voilà, donc c'était pas une question, c'était juste une inquiétude. Je me dis, comment on va faire si en 2042, par exemple, Shutterstock ou Getty ou qui vous voulez vendent 75% des photos qui ne seront pas des droits d'auteur, enfin sous le standard des droits d'auteur. Le droit d'auteur va devenir un truc un petit peu, je dirais, microcosmique. On va dire, ah bah oui, bon c'est un artiste, alors on va lui filer des droits d'auteur. Mais ça n'empêche que dans la mentalité, dans 15 ou 20 ans, quand l'IA sera vraiment, vraiment ultra puissante, et on n'en est pas très loin, il n'y aura plus de droits d'auteur. Ça sera quelque chose d'un peu... Oh bah ça sera sympa. Ben, j'espère. Voilà. Moi, encore une fois, je vous redis, j'ai pas la boule de cristal, mais comme je me bats pour la culture depuis des années, moi j'espère qu'il y aura encore des droits d'auteur dans 20 ans. Voilà, je rêve encore. J'ai dit au président de la République quand j'ai été reçue pour le rapport, Monsieur le Président, je m'émerveille encore de la richesse culturelle française. Voilà. Et il était d'accord. Il était d'accord. Voilà. Et donc je m'émerveille encore de toute cette richesse qu'on a d'un point de vue culturel. Je fais partie de ces gens qui prennent encore en photo, c'est dans la rue, dans Paris, oh tel immeuble, hop, je prends une photo. Enfin, bon, je suis pas photographe, hein, donc je prends de très piètres photos. Oui, non, mais c'est une copie privée, c'est pour moi-même. Ah, ça va. C'est pour moi-même. Ça va. J'ai des tonnes de photos très artistiques, mais très moches dans mon téléphone, et j'aime bien, je regarde, et je monte, j'ai dit, t'as vu, et je dis à mes enfants, regarde, et je lève la tête, regarde dans la rue, regarde ce tableau, regarde ceci, et ils me disent, oh maman, c'est pénible, ça. Voilà. Alors, évidemment, les mentalités changent aussi. Alors, vous allez me dire, est-ce que dans... moi, j'ai le sentiment que le prix de la création humaine, c'est pas le prix de la création synthétique. Et c'est pour ça aussi que ce sera très important que les contenus synthétiques artificiels soient labellisés comme des contenus synthétiques. Et moi, j'ai le sentiment quand même qu'on ne mettra pas le même prix dans un contenu synthétique et dans un contenu humain.
Pour combien d'années? Je ne sais pas vous dire, à nouveau, j'ai pas cette boule de cristal, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne paye pas le même prix pour un contenu humain et pour un contenu synthétique. Merci, merci beaucoup. La conférence touche à sa fin. Merci encore Alexandra. Merci à vous. Je pense qu'il faut regarder le côté positif. Il faut y aller. On va continuer à se battre, à défendre nos droits. Ici, vous avez de nombreux intervenants qui vont dans ce sens-là. Et voilà, j'espère que vous avez profité de cette conférence. Et puis la prochaine conférence est à 30 minutes, voilà, 15h30. Donc vous pouvez souffler un peu, profiter du soleil, aller voir nos partenaires. Et à tout à l'heure. Merci.